Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, 5 mois après le passage dévastateur du cyclone Chido, nous sommes à nouveau appelés à nous prononcer sur un projet de loi concernant Mayotte. Si le précédent visait à accélérer la reconstruction, celui-ci porte un projet de refondation de l'archipel. Mais cette ambition ne doit pas occulter la réalité du terrain. Le chemin de la reconstruction est encore lent. Le cyclone Chido, suivi de la tempête Dikeledi, a causé plus de 3 milliards d'euros de dommages. Une délégation de la commission des affaires économiques, conduite par notre présidente Dominique Estrosi Sassone, s'est rendue sur place il y a quelques jours. Elle nous a fourni un éclairage précieux sur les articles dont notre commission est saisie, portant sur l'habitat informel, la politique de la ville et l'agriculture. L'article 10 vise à faciliter la lutte contre l'habitat informel, fléau structurel pour Mayotte. Il abritait près de 100 000 personnes avant le passage du cyclone Chido, dans des conditions sanitaires extrêmement précaires, avec une forte exposition aux risques naturels. Or, près de 90% de ces habitations de fortune ont été reconstruites aujourd'hui. Les outils actuels pour y faire face sont très insuffisants. En 2023 et 2024, 19 opérations ont permis l'évacuation de 3 000 personnes. C'est vider l'océan à la petite cuillère. Dans ce contexte, la Commission a confirmé les orientations proposées par le gouvernement à cet article sur la réduction des délais d'exécution volontaire et l'extension du champ des agents pouvant constater l'installation sans droit ni titre. Elle partage aussi l'objectif d'assouplir l'obligation de reloger les personnes évacuées, mais a souhaité sécuriser le dispositif. À Mayotte, cette obligation est matériellement impossible à respecter. Avec seulement 1241 places et un taux d'occupation de 130%, le parc d'hébergement est totalement saturé. Pire, dès qu'un arrêté d'évacuation est pris, des places sont gelées, provoquant une vacance injustifiée. Vu la situation, c'est insensé. Néanmoins, le Conseil d'État a émis des réserves sur la conformité de la Constitution de cette disposition. Nous avons donc tenté de la sécuriser en l'encadrant dans le temps et en la conditionnant aux circonstances locales. La commission a par ailleurs souhaité accélérer les délais d'exécution d'office en limitant le recours suspensif aux seuls référés-liberté sur lesquels le juge statue en 48 heures, afin de garantir à la fois l'effectivité des évacuations et les droits fondamentaux. Toutefois, seule une approche articulant sécurité, politique migratoire, urbanisme et production de logements permettra de lutter efficacement contre les bidonvilles. En l'absence d'approche globale, nous ne ferions que poser un pansement sur une plaie ouverte. J'en viens maintenant à l'article 23 qui vise à classer tout Mayotte en quartier prioritaire de la politique de la ville jusqu'en 2030. Cette mesure est justifiée au regard de l'aggravation brutale de la situation économique et sociale de l'archipel. La révision de la géographie prioritaire intervenue fin 2024 n'a pas pu intégrer les conséquences de Chido et de Dikeledi sur les infrastructures, l'habitat ou l'activité. Néanmoins, cette mesure aura probablement un effet limité sur les développements de Mayotte. Département le plus pauvre de France, il est déjà le plus concerné par la politique de la ville. Les 3/4 de la population de Mayotte sont déjà situés dans un QPV. J'insiste donc sur l'importance des financements au-delà du nombre de communes classées QPV. En outre, je souhaite alerter le gouvernement sur les effets de bord potentiels du classement QPV sur le logement social. Il ne faudrait pas que des impératifs de mixité sociale pensés pour l'Hexagone mais peu adaptés à Mayotte limitent la construction de logements sociaux dans les QPV à Mayotte. Monsieur le ministre, je vous invite, avec Valérie Létard et Juliette Méadel, à prendre les mesures dérogatoires nécessaires par voie réglementaire. Enfin, je rappelle que le succès de la politique de la ville repose sur les contrats de ville. Il est indispensable que ceux des 17 communes de Mayotte soient signés d'ici le 31 décembre prochain. Notre commission a également eu à connaître de l'article 24 visant à permettre à la CAPAM de déléguer ses compétences en matière de pêche et de conchyliculture. Cette délégation se fera au profit d'une association préfiguratrice d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. En effet, Mayotte est le seul territoire d'outre-mer à ne pas disposer d'un comité des pêches capable de représenter les intérêts de cette filière pourtant essentielle. La raison en est une insuffisante organisation des acteurs locaux. Elle a conduit à aménager les compétences de la Chambre d'agriculture pour y accueillir un collège de pêcheurs. Cette situation n'est pas satisfaisante puisque ces derniers aspirent à disposer de leur propre organisation collective, tandis que le cœur de métier d'une chambre d'agriculture est de représenter les intérêts agricoles.
Aussi, c'est sans modification que notre commission a adopté cet article consensuel et attendu par la profession. Je porterai à titre personnel un amendement visant à compléter le rapport annexé pour faire explicitement mention de l'objet de création d'un comité des pêches. Je vous remercie.